Vous me permettrez de féliciter d'abord FCBE pour avoir été le premier à déposer son dossier. Je dois avouer qu'après les multiples expériences de LD, qui malheureusement n'a souvent pas pu remplir les conditions pour candidater, je m'attendais qu'ils soient les premiers à être là déjà à 8 heures afin de déposer leur dossier. Mais il se trouve qu'ils ne l'ont pas encore fait. Ils sont jusqu'à minuit. Oui, mais à minuit, imaginons qu'ils aillent avec une erreur. Ils ne sont pas les seuls. L'Union progressiste, le Bloc républicain, il y a votre parti aussi. Je n'ai pas dit, mais je n'ai pas fini. Mais je dis eux là. Je m'attendais à ce qu'ils soient les premiers. Mais ils ne l'ont pas fait. Ça voudrait dire qu'ils ne tirent pas leçon des erreurs passées ou bien des situations passées. Mais ça, c'est un détail. C'est votre avis personnel. Hein? Voilà. Je suis là pour donner mon avis, justement. Tout à fait. Voilà. On y va. Alors, donc, on en vient maintenant. C'est aussi triste que le BR et UPR attendent le dernier jour pour courir aller, je dirais, assaillir la Sénat. Au moins, ça fait des jours, ils auraient pu commencer par aller un à un pour que tout le monde ne vienne pas le même jour. Bon, écoutez, ça montre plutôt comment ça a été difficile, l'accouchement de la confection de la liste de candidats. Alors, vous posez un problème pertinent. Et je prends ça, Mme Bi, Rachidi Gbadamassi et Charles Toko. Je dirais que c'est la première fois que ces trois-là ont fait montre d'intelligence et de sagesse politique. En fait, on ne va pas insulter leur sagesse. Je ne l'insulte pas. Je dis que c'est la première fois qu'ils font montre de sagesse politique. Pourquoi? Ça fait... Gbadamassi est devenu un professeur titulaire de chaire en législature. Il est resté très longtemps et trop longtemps même, peut-être. Maintenant, il est temps qu'il enseigne d'autres. Charles Toko a fait son expérience et Sam Adambi a été aussi souvent, avait déjà été député avant de souvent prendre la tête et laisser son suppléant candidater. Ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres aussi qui les ont soutenus toujours et qui veulent aussi gravir des échelons. Et puisque, à force de rester trop longtemps, vous finissez par énerver ceux qui vous soutenaient hier, il n'était pas évident que ces trois-là candidats, qu'on n'ait pas de difficulté dans la 8e. Donc, qu'ils aient compris ça eux-mêmes. Pour moi, il leur a posé la question, il a dit, j'espère que c'est vous-même qui décidez ou bien le président vous a contraint. Ah, parce que vous ne croyez pas au renoncement des trois? Ah, j'ai posé la question, je voulais les entendre me le dire eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Chacun m'a dit, écoute Kovi, entre autres, on a écouté tes conseils, ou plutôt tes attaques pour certains. Et j'ai trouvé, bref, l'essentiel c'est qu'ils ont renoncé. Et je m'en tiens à ça, ils ont renoncé. C'est plus beau comme ça, quand on entend que ce sont eux-mêmes qui ont renoncé. Et à imaginer que la réalité soit tout autre, ce n'est pas bien grave, c'est le résultat. Ils ont renoncé. Et c'est à leur avantage. Je dis que ça montre leur sagesse et leur maturité politique. Est-ce qu'il y a d'autres qui devraient emboîter le pas à ce trio de la 8e circonscription? Ah, j'en sais rien. Vous ne voulez pas que je me fasse des ennemis? Non, mais puisque vous avez parlé de... il y a quand même bien également de personnalités politiques qui ont déjà totalisé 20 ans, 25 ans, 30 ans au Parlement. Ça devait être... Non, personne n'a fait 30 ans. Ils ne sont plus ceux que vous pouvez mettre 30 ans. En tout cas, 20 ans au moins. 20 ans, oui. Au moins. Oui, mais tous ceux-là, alors vous venez de donner le critère pour quitter le Parlement. Quand vous avez déjà fait 20 ans, on part alors. Et prenons nos feuilles et prenons les noms et cherchons ceux qui ont fait 20 ans. Ce que je veux dire, c'est la base qui décide de qui reste et qui ne reste pas. Dans la 8e, la base voulait effectivement que les trois cèdent la place à d'autres. Bon, et j'ai été heureux. On n'a pas la preuve. Moi, je suis de la 8e. Moi, je suis de la 8e. Et nous demandions justement qu'ils cèdent la place à la jeunesse afin de renouveler la classe politique et qu'ils servent à d'autres positions de la République. Ils ont assez de sagesse maintenant. L'influence, même parfois même, c'est mieux qu'un poste électif. Donc oui, ils ont bien fait de partir. Bon, il peut y avoir d'autres, ce n'est pas exclu. Il y en avait que je voulais qu'ils partent, donc je ne vais pas appeler le nom ici. Mais pour la plupart, le président a eu le président, oui, je veux rester Kovi, parce que c'est lui le chef de notre mouvement. De la majorité. Donc le chef de la majorité présidentielle, qui par ailleurs est président de la République, Patrice Talon, a eu le génie
et de congédier ceux qui nous avaient fait échouer l'ancienne modification de constitution que j'avais soutenue, toujours introduite par Hassan Seibou. On ne peut pas être dans une mouvance qui vous a tout donné, qui a fabriqué même un certain, et je voudrais profiter pour demander au président, lui qui fabrique les champions politiques, je lui demande de nous aider à fabriquer aussi 109 champions économiques dans le secteur de l'agriculture, et dans le secteur de l'élevage, 109 aussi dans le secteur de l'industrie, dans l'artisanat. Monsieur le Président, aidez-nous à fabriquer, à produire des champions économiques. Vous avez déjà fait des champions politiques. Vous dites qu'il y a certains de ces personnalités politiques qui n'ont pas daigné donc se conformer à cette discipline pour pouvoir voter, ou pour pouvoir faire aboutir la modification donc, de la Constitution en ce moment-là. Est-ce à dire un règlement de compte alors? Non, pas un règlement de compte. Mais bon, je veux... Ah oui, puisque... attendez, non, il y a certains qui doivent leur carrière à la volonté personnelle du chef de l'État. Si vous voulez, je vais vous citer de nom. Je veux prendre... Bon, ce n'est pas ce qu'il avait voté. Hein, oui. Je prends le professeur Victor Tokpanou, contre qui je n'ai rien. Oui. N'aurait jamais pu être député à Calavi, n'eût été la volonté personnelle du chef de l'État. On ne va pas dire jamais. Je vous dis jamais. On va pas dire jamais parce qu'il y a une réforme. Non, j'ai dit, je vous dis non. Qui appelle à ce qu'on vote pour le parti et non pour un c'est ce que je veux dire. Oui. Le professeur Tokpanou va vous confirmer ce que je dis. Je me rappelle bien en 2023, il ne s'attendait, en 2022, pour être candidat en 2023, il ne s'attendait pas à ce qu'il soit sur une liste. Le président a dû faire un sacrifice. On a sacrifié un qui s'attendait et qui méritait et qui était en droit de croire qu'il sera candidat. On lui a dit non, laisse ta place à Victor Tokpanou. Le président sait, au fait, il est chef d'une équipe et il sait à quel niveau il a besoin de qui, à quel moment. Tokpanou est un bon juriste. Il avait besoin de quelqu'un au Parlement pour que le droit aussi soit animé là-bas et non seulement les capacités à se lever la main pour dire, comme Aloukou disait, Daoué était voté midi. Et il se levait la main. Non, Tokpanou était là justement pour, en tant qu'expert. Il a fini sa mission, je crois, et le président est revenu encore à la politique. On laisse la place à ceux qui étaient en droit de dire ils sont militants. Parce que Tokpanou est devenu militant UPR par sa candidature. Et donc, il faut des dociles, c'est ça? Ce n'est pas qu'il y a de docile. Je ne parle pas de qui est docile, qui n'est pas docile. Je veux juste dire, la politique, c'est comme la chasse des loups. C'est en meute que ça se fait, c'est ensemble. Alors, quand on vous choisit pour certains rôles, parce que vous pouvez bien les jouer. Mais quand après, vous commencez par vous retrouver des scrupules, vous voulez vous éloigner de ce pourquoi on vous a envoyé, c'est une mauvaise chose. Je vais vous surprendre. Nombreux se plaignent, mais Kovi, pourquoi tu n'es pas candidat? Exactement. Je vous ferai de toute façon la question. mais en attendant... moi qui voulais feinter la question. En attendant d'y revenir, docteur Bertin Korovi, il y a tout de même... donc, il y a en réalité... en fait, on a voulu peut-être montrer à certains que il faut, quand on est dans un groupe, il faut observer une discipline de groupe. C'est pourquoi ces personnes, on ne les a pas positionnées. À vous entendre, c'est non, il y a entre autres ça, oui. Mais il y a aussi certains qui ont déjà fait beaucoup d'années. Ils ne sont pas les seuls à mériter d'être députés. Mais nous avons entendu qu'il y a une rencontre informelle où le chef de la majorité promettait que tout le monde sera reconduit. Ben ça, il y a une chanson, un gars qui dit « dans une compétition », ouais. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore voté la modification de la Constitution. Vous voulez qu'on leur promette quoi? Ils avaient une capacité de nuisance, puisqu'on avait besoin de leur vote. Il faut les rassurer de ce que... C'est aussi ça la politique. Hein. Ah, ben la politique aussi, c'est la stratégie. Si j'avais été à leur place là, je leur demandais, non, mais monsieur le président, attendez qu'on finisse de déposer les dossiers à la Sénat, et par la suite, on passe au vote. Ben bon, comme ils sont, je ne dirais pas naïfs, ils n'ont pas l'intelligence et la capacité d'anticipation de Patrice Talon. Ils ont cru en cette histoire de « on reconduit tout le monde ». Vous voulez que le chef dise quoi? Le président Patrice Talon, c'est un génie.
qu'on aime son type de génie ou pas, ça, c'est un autre débat. Parce que quand un de mes amis, bon, c'est pas le général Gbia, n'allez pas, parce que ces nombreux vont dire, un autre ami député me rassurait de, oh non, toi qui as dit que le président devrait congédier certains pour telle raison, mais voilà que le président dit qu'il reconduit tout le monde. Il a dit, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Finissez de voter la loi modificative et après on va en parler. Et ça n'a pas raté. Le président est un génie et la communication est circonstancielle. Et ça, c'est un chef, ça. On avait besoin d'eux pour nous mettre le Sénat dont on a réellement besoin. Maintenant, c'est les attributs qu'on peut discuter si vous voulez. Très bien. Les attributions. Oui. Il fallait voter cette modification-là. Ils l'ont fait. Bon, d'autres qui n'auraient jamais pu être députés de toute leur vie l'ont été grâce à la volonté de Patrice Talon et qui laisse la place à d'autres. Est-ce qu'il y a tout de même des surprises quand on voit, par exemple, dans la 6e, il y a quand même justement Claudine Prudencio qui est candidate donc sur la liste de l'UPR. On a Christophe Haïssi qui justement est le chef d'orchestre dans cette circonscription. On apprend que Oden Ladadati sera positionné également dans la 6e. Et puis, dans d'autres circonscriptions électorales également, il y a tout de même de nouveaux visages. Mais là, vous ne parlez que des gens de UPR. Où est-ce que vous mettez le BR? Bon, alors, informez-nous, puisque c'est votre parti politique. Bon, maintenant, venons à Claudine Prudencio. Il ne vous a pas échappé que sur ce même plateau, oui. Mais j'avoue que je n'étais pas aussi bien habillé ce jour-là. J'avais déjà dit qu'il fallait que Mme Prudencio et son RN entrent dans UPR. Parce que les petits partis qui polluent l'espace politique de la mouvance présidentielle ne nous faisaient pas, c'est-à-dire, c'était pas bien. Ah, vous exagérez en disant petit parti. Il n'y a pas de petit parti qui pollue. On ne va pas dire polluer. Bon, j'ai dit polluer. Pas du tout. Bon, alors prenez ça au second degré, mais polluer. Parce que Ablaye Biokane s'assoit président de parti. Diogbenou s'assoit président de parti. Mais Claudine aussi vient s'asseoir président de parti. Tout à fait, parce que le parti a été enregistré. On n'est pas là pour faire ce débat, mais le parti a été légalement enregistré. Vous savez parfois votre problème. Laissez-moi assumer ce que je dis. Ah ben, vous êtes sur notre chaîne. Oui, mais je ne l'insulte pas. Je dis ce que c'est. C'est un parti, un petit parti. La belle preuve. Voici un parti qui, le 4 octobre, s'assoit pompeusement, fait un discours pompeux, elle apporte son soutien, son adoubement à un candidat sérieux à une élection présidentielle qui a toutes les chances de gagner. Et 34 jours après, elle disparaît, elle se dissout dans un autre parti qui soutient le même candidat qui était à l'esplanade de Parakou. Ça fait un désordre. Les réalités ont changé. Non, les réalités, justement. Vous avez dit le discours circonstanciel. C'est le chef, le président de la République, a tous les droits. Son discours peut changer d'une seconde à une autre. Mais non, là, non. Parce que, bon je souhaite, j'avais déjà dit, quand on a dit qu'elle choisit encore mon jour anniversaire pour faire ça. Ce qui m'a encore sorti de mon gond, le 8 novembre. Mais soit, quand elle a fait, j'ai fait un message pour dire que tout ce qu'elle cherche, c'est pour se positionner, être candidate, parce qu'elle sait elle-même, elle ne peut pas avoir une mouche derrière. Eh bien voilà, elle veut arracher à un militant UPR qui mérite d'être député sa place. D'autres se sont battus tout le temps dans UPR, dans la 6e, pour mériter d'être sur la liste, occuper la position qu'elle vient occuper. Elle n'est pas bon, en fait, la politique n'a pas... Je vous le conseille, la politique n'a pas de morale et on va faire avec. Mais ça frustre certains. Mais vous avez demandé qu'elle rejoigne l'UPR, ce qu'elle a fait. Oui, mais elle a rejoint, pas pour être candidat. Mais moi, je savais que comme ça a été fait opportunément, ce serait pour se retrouver sur la liste de UPR et ça n'a pas raté. Mais bon, on est en politique et ça ne nous gêne personne. Hein. Si ça ne gêne pas Diogbenou qui l'a positionné, si ça ne gêne pas notre président, j'enlève le chapeau pour parler de ça, le président Patrice Talon, qui, moi, je suis corvé pour que ça me gêne. Mais nous qui observons de loin, ou bien même de près, on voit que ça frustre des militants. Et ce n'est pas bien. Très bien.
Parlons maintenant du bloc républicain. Est-ce que vous avez fait le choix de nouveaux visages, de nouvelles personnalités? Quelles sont les personnalités qui ne seront pas dans les starting blocks pour les législatives? Oh, j'ai trop d'amis dans le bloc républicain et trop de collègues et je ne veux pas savoir qui est candidat, qui ne l'est pas. Par contre, bon, je préfère ne pas en parler pour... Ah, vous êtes sur le plateau de Matin Libre. Oui, Matin Libre, oui. Mais il y a certains, il y a des députés qui ne savent pas parler à leur base, qui narguent leur base. Et il y en a un qui était déjà allé dire à sa base que vous m'aimiez ou pas, Patrice Talon va me positionner tête de liste. Et si vous ne votez pas pour moi, et les gens de Nati Tengo et autres vont voter, je serai député. Il m'est revenu qu'il n'est pas tête de liste. Et ça pourra calmer nos populations de Kouandé. Et moi qui vais à Kouandé, je vais leur dire, il n'est pas tête de liste, il est deuxième sur la liste. Donc ne mettons plus en place notre tactique où on voulait sanctionner, au besoin même le parti lui-même, le BR. Parce que... Là, c'est de la rébellion. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de l'éducation. Heureusement que le parti nous a écoutés. Parce qu'en fond, on dit, mais on a vu. Ben, quand on prend leur zone, je crois 13e ou je ne sais plus, leur zone, c'est Nati Tengo et les deux KP. Mais on ne prend que le même tout le temps. Et qui ne sait pas tenir un langage rassembleur. Je veux parler de mon frère et ami. On va pas l'évoquer. Non, je vais l'évoquer. Parce que moi, j'ai peur de rien. De l'honorable Ablaye Gounou, à qui j'ai toujours reproché son langage. Vous voulez diriger les gens, il faut savoir leur parler, même si c'est des illettrés. En fait, la base se plaint chez vous? Ah ben la base se plaint de partout. Le président Patrice Talon est le seul à ne l'avoir pas entendu. Peut-être ABT aussi n'a pas entendu, sinon il n'aurait même pas dû être sur la liste. Mais bon, c'est un intellectuel, un bon professeur, un homme qualifié. Tout ce qui lui manque, c'est le langage. Très bien. Voilà. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18-21. Si l'honorable Gounou Ablaye peut améliorer son langage, le BF fera un bon score dans Kouandé et autres. Très bien, voilà. Et donc, en ce qui concerne, de toute façon, d'ici là, on aura donc un vrai visage sur véritablement les positionnements en ce qui concerne les partis politiques. Donc, puisque la Sénat attend encore les autres partis politiques pour pouvoir faire l'étude minutieuse pour que nous sachions véritablement qui va à ces élections législatives. Enfin, en attendant la 10e législature, au regard des positionnements, au regard du renouvellement de la classe politique qui est en vue, est-ce que nous pouvons espérer une meilleure qualité des débats à l'Assemblée nationale? Mais avant de vous faire cette question, pourquoi Bertin Korovi n'est pas candidat? Alors, c'est une très belle question. Moi, j'ai été, durant 5 ans, le commandant en chef, opposant numéro 1 au régime du président Patrice Talon et au président Patrice Talon. J'ai fini par me rendre compte que cette façon de faire la lutte n'apportait rien, ni au pays, ni à moi-même, ni au président Patrice Talon lui-même. Et on créait plus de tort à notre pays. J'ai décidé de faire la paix avec lui. Contrairement à ce que nombreux peuvent croire, Talon n'est pas allé chercher Korovi. C'est moi qui ai estimé que cette façon de faire une lutte ça ne rapportait rien. Au contraire, ça nous créait des problèmes. Je suis rentré et je suis allé quand même devant les tribunaux puisque j'étais soi-disant recherché. Je suis allé, même le procureur était surpris, chacun était surpris, que je viens dire, mais je sais que je ne me reproche rien et je viens confronter ceux qui m'accusent et me voici, puisque j'avais déjà bénéficié d'un non-lieu en Guinée équatoriale, où je travaillais avec le président, parce que nombreux croient que j'avais fui pour aller en exil. Non, je travaillais en Guinée équatoriale. Et après, naturellement, le président Patrice Talon qui était en campagne, et vous pouvez tout me reprocher, je suis un très bon communicant. Je suis allé sur un de vos plateaux, de vos collègues, avec une valise à côté. J'ai dit, bon, écoutez, je savais bien que ça allait faire mouche. J'ai dit, moi, je suis rentré, il paraît qu'on me recherche. Je demande au président
de me permettre de battre campagne pour lui, pour qu'il ait son second mandat. Après, il me dira à quelle prison j'irai me constituer prisonnier. Évidemment, pour quelqu'un qui est en campagne, il n'a aucun intérêt à ce que Korovi, qui est vu comme le plus difficile des opposants, dont l'absence a créé de petits opposants qui ont fini par commencer par attaquer le président, eh ben, personne ne m'a arrêté. Ben, j'ai calculé le moment. Vous comprenez? Donc, j'ai comparu devant le juge de la 4e chambre du tribunal de première instance de Cotonou. J'ai eu un non-lieu. Il était difficile quand même de prouver tout ce dont on m'accusait. Soit. J'ai décidé de soutenir le président. Et Olivier Bokor, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on peut lui reprocher tout ce qu'on a aujourd'hui. Je lui ai dit, écoute, mon cher, je veux entrer dans un des blocs. Parce que si, quand je reste en dehors, mes militants ne sauront pas que j'ai fait la paix réellement. Il m'a dit, prends le bloc de ton choix. J'ai regardé des 2 blocs, celui où j'ai le plus de militants, ou avec lesquels on partageait les mêmes militants, c'est le Nord. Je m'appelle Corvi, mais ça va vous surprendre, j'ai plus de militants au Nord qu'au Sud. Et j'ai choisi le bloc républicain. J'ai dit au président que je vais m'occuper de la communication du bloc républicain sans être chargé de sa communication officiellement. Parce que si je suis chargé de la communication du bloc républicain officiellement, il y a des angles que je ne pourrai pas prendre. Je vais pouvoir avoir la liberté de communiquer en faveur du bloc républicain et sans être directement chargé de cela. Quand vous êtes chargé, ça vous handicape. Bon, j'ai dit au président que je suis prêt à servir où besoin sera. S'il a besoin de moi, moi je suis prêt à répondre. Pour vous dire, en 2023, je n'ai pas demandé à être candidat. Et le président ne me l'a pas proposé parce qu'il n'avait pas besoin de moi au Parlement. Cette fois-ci encore, le président Talon ne m'a pas demandé, Corvi, je veux que tu sois candidat. Et vous n'avez pas demandé non plus? Je n'ai pas demandé. Pourquoi? Mais tout simplement parce que je sais que le président Talon est un homme très observateur. Il connaît sa troupe. Peut-être que, et je vais vous dire, je vous le concède, si je suis au Parlement, je ne serai pas aussi utile de 2026 à 2033. Alors qu'en dehors du Parlement, oui. Aussi, avec mes envolées endiablées, au Parlement, là, vous êtes sûr que le président du Parlement aura la paix? Le président dit, mais Corvi, au Parlement, ce serait la catastrophe. Parce que vous donnez des libertés. Non, pas que je me donne, mais je sais faire des analyses. Et si on amène, il n'est pas évident. Bon, je prends Keita Paul qui dit, telle personne, je n'aime ça, ou bien comment il dit son truc là même. Dans le rang. Dans le rang. Vous êtes sûr que moi, au Parlement, là, si on amène certaines situations, je serai vraiment dans le rang. Je vais vouloir faire des analyses. Or, un chef a besoin de quelqu'un qui a mon tempérament, mais pas forcément au Parlement. Donc le président est un homme très organisé. Il sait là où il a besoin de chacun de nous. Il a besoin de moi, je lui suis utile, mais pour mordre... Est-ce que ce n'est pas simple comme justification pour ne pas être sur les listes? Eh bien, si le président m'avait appelé, je n'aurais pas pu dire non. Il ne m'a pas appelé. Et moi, je me dis, peut-être que je me console. C'est possible que je sois en train de me tromper. Mais l'explication que je me donne, c'est celle-là, puisque moi, je ne démérite pas. Qu'est-ce que les autres ont que je n'ai pas? Ils n'ont pas de tête. Ils ne peuvent pas faire d'analyse plus que je n'en fais. Il y a j'ai peut-être des défauts. Ma capacité à faire certaines analyses. Ça aussi, tu sais, un président, c'est un chef, pratiquement un chef de guerre, qui doit savoir là où il utilise son soldat. Des soldats comme moi là, ce n'est pas au Parlement qu'on les amène. Peut-être même qu'on m'amènerait là-bas que, imagine que le président envoie une loi où je réfléchis, je me dis que cette loi-là n'est pas en faveur du peuple et que j'organise une rébellion. Je suis en mesure de convaincre d'autres députés à me suivre. Donc, ce n'est pas là-bas qu'il faut m'envoyer. Et moi, ce que je sais faire le mieux, c'est l'économie. Donc, vous ne savez pas être docile? Pas que je ne sache pas être docile. Mais quand on parle au Parlement, là, le chef doit savoir mettre ceux qui ne vont pas être trop observateurs. Ah bon, vous avez quand même vu la vidéo de la première
législature ou bien la deuxième, mais c'était des soutenants, si vous voulez, sur des questions de droit, de ceci. On n'en a plus besoin. On veut construire une économie. Et on a besoin des députés qui ne posent pas trop de questions. Et qui votent simplement. Ah, les yeux fermés. Ah, vous rêvez pour la 10e législature alors des députés qui votent les yeux fermés. Ah ben, qui votent les yeux fermés, il faut qu'on aille au développement. Pour aller au développement, on ne réfléchit plus. Ben, on réfléchit, on n'apporte plus des amendements. Non, on ne participe pas à une meilleure qualité de débat. Non, le débat va nous retarder. L'exécutif réfléchit au développement, on leur propose ça, ils votent. Ah ben, donc le Parlement, c'est le prolongement de l'exécutif. Ben, si on veut un développement, oui, malheureusement. Si on veut un développement. Et pourtant, les pays développés se passent. Ben, les pays développés sont à 200 ans de démocratie, 300 ans. Ils n'ont pas commencé leur démocratie par le type de démocratie qu'on nous a imposé en 90. Beaucoup de Béninois ne savent pas que notre paradigme politique a changé. C'est d'ailleurs pour ça que je parle à des jeunes et dis si vous ne vous ressaisissez pas, vous aurez des problèmes. On n'est plus dans le régime qui a mis le président Patrice Talon au pouvoir. Cette démocratie pagailleuse de 90 à 2016 là, ah non, elle est morte depuis. Et c'est pour ça qui permet qu'on puisse avoir le progrès rapide qu'on a là, observé. Si le président Talon, pour faire des levées de fonds, devait attendre que les députés fassent la ratification à leur rythme, vous croyez qu'il aurait construit quelque chose? J'avais critiqué l'article 145 nouveau, qui pour moi, à l'époque, est du barbarisme, qui reste toujours du barbarisme, mais c'est ce barbarisme-là qui nous permet de lever rapidement des fonds. Donc il y a des dispositions qui sont prises aujourd'hui, qui, de par notre expérience, ou bien ce qui se fait ailleurs, nous allons dire c'est une dictature, c'est anormal. Pourtant, on en a besoin pour un progrès rapide. Très bien. On va évoquer justement, puisque nous parlons du Parlement, vous savez que les élus de la 9e législature ont procédé à la modification de notre loi fondamentale. De nouveaux amendements ont été apportés donc, à la Constitution du Bénin. L'un des changements, c'est bien l'instauration du Sénat. Le Sénat qui est vu par ses défenseurs ou ses initiateurs comme étant la cour des sages, seulement que ses pouvoirs sont pour certains observateurs des plus immenses. Voilà. Docteur Bertin Korovi, le Sénat, pour vous. C'est une bonne chose. Moi, j'étais au Maroc, invité par le royaume chérifien, quand cette histoire est sortie, et j'étais heureux, parce que j'ai toujours estimé qu'il nous fallait une chambre bicamérale. Donc, un parlement de haut, un parlement en bas, donc les députés, les sénateurs. Et ici, c'est la cour des sages. Bon, ce qui m'a... En fait, c'est présenté comme la cour des sages. Bon, ok, d'accord. Sinon, c'est plus que ça. Bon, c'est ce qu'on a vu, ça. C'est la cour des sages. Acceptons ce qui nous a été présenté. Je voudrais pouvoir lire la loi dans tous ces articles pour pouvoir réellement me prononcer. Mais je veux quand même rassurer chacun. Le Sénat n'a jamais dit, la trêve politique dont on parle, ce n'est pas le musellement du peuple. Ce n'est pas pour que les journalistes ne donnent pas leur avis. Mais c'est pour demander aux hommes politiques, aux chefs de partis politiques, de sortir des guéguerres et quand ils doivent critiquer quelque chose, en critiquant, qu'ils fassent de propositions, de contre-propositions. Parce que nous sommes restés dans un système où on peint tout en noir sans rien proposer en retour. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a aucune loi qui peut interdire dans un pays en démocratie, mais que les partis politiques ou de la mouvance ou bien de l'opposition donnent leur avis par rapport à ce que fait le gouvernement. Seulement quand tu donnes ton avis, tu dois faire de contre-propositions. Or, qu'est-ce qu'on avait ici? Les gens viennent peindre tout en noir, mais sans jamais faire de proposition. Ça, c'est un. Donc, c'est le correctif que je veux mettre dans la tête des Béninois, qui trouvent qu'on empêche les partis politiques d'exercer leur truc là. Ce n'est pas possible. Aussi, avec les jeunes que nous on a aujourd'hui là, les politiciens 0.2, qui sont sur TikTok, sur WhatsApp là, vous voulez les empêcher de donner leur avis comment? Donc, on aura toujours de critiques par rapport à ce que fait le gouvernement et ce sera la critique des populations directement. On en a besoin.
Mais il faut quand même avouer que le type d'opposition qu'on avait nous a retardés. Le président Yahya Boni en a souffert plus que tout le monde. Si le président Yahya Boni avait eu la possibilité d'être suivi à la lettre par le Parlement, comme le président Talon en bénéficie aujourd'hui, peut-être qu'il aurait eu plus de résultats. Il y en avait qui l'empêchaient de ratifier des accords de prêt juste pour le faire échouer, oubliant que c'est le Bénin qui font échouer. Le président Talon ayant compris ça, eh bien, a limé les ongles de ces députés-là. Et l'y fait nouiller. Donc, il ne peut pas faire ça. Maintenant, j'en aurais terminé. Et il y a aussi une chose que je voudrais que nous sachions. Nombreux disent que le Sénat est là pour régenter le gouvernement et le président. C'est faux. Le seul qui est élu au suffrage universel, là, c'est le président. N'est-ce pas? Et s'il y a conflit entre le président et le Sénat, le peuple se mettra du côté du président élu. Et c'est là où le peuple est là. C'est là où il y a le pouvoir. Donc, il faudrait que ceux qui seront membres du Sénat, avec toutes les lois qu'on peut mettre en place, qu'ils sachent raison garder et sachent qu'ils ne peuvent pas régenter le président qui est élu. Mais sinon, vous savez que le Sénat partage tout de même certaines attributions qui étaient dédiées donc à l'Assemblée nationale et à l'exécutif. Alors, donnez... Eh bien, quand on parle de, justement de la lecture, d'une deuxième lecture, vous savez, cette prérogative, c'est du président de la République, bien évidemment. Et vous savez que quand on parle un peu de l'armée, d'un certain nombre de choses, parce que le Sénat a en son sein désormais des chefs d'état-major retraités, et donc pourrait s'intéresser également à ce volet. Oui, retraité toujours, mais le commandant en chef de l'armée, c'est le président de la République. Vous savez, notre Sénat, tel qu'il est conçu là, et je félicite le président Talon qui s'est anticipé. C'est pas le président a vu que Romel Wardé a toutes les chances, élu en 2026, de faire un second mandat, 14 ans. Et il a décidé que le Sénat l'accompagne. Sinon, la classe politique aurait pu le croquer. Alors, tant que le président et le président de la République et les sénateurs sont de même obédience, il n'y aura aucun problème. Est-ce que les sénateurs sont appelés à être de même obédience quand on sait que ce ne sont plus des politiques parce que, c'est pas parce qu'on a écrit ça. Il ne faut pas vous mentir. Mais la loi prononce automatiquement et systématiquement la retraite politique de ces hommes. Oui, mais vous y croyez-vous? Ah, vous n'y croyez pas? C'est comme les prêtres. Est-ce que les religieux font la politique? Non, n'est-ce pas? Qui fait plus la politique que dans leur sermon? C'est-à-dire, l'influence est même pire que le pouvoir. Donc, ils vont faire de la politique sans appeler quelqu'un ouvertement. Ils auront de l'influence. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire, nous voulons consacrer 14 ans, par la grâce de Dieu, et sous le leadership de Romel Wardé, président, 14 ans à la construction de notre pays, à dédier l'effort à l'économie. On n'a pas encore fait l'élection. C'est un souhait pour vous. C'est une évidence mathématique. Paul Ronquet, que je vous ai dit ici... En fait, on n'a pas le droit de pouvoir... je ne le critique pas, mais je veux même faire entendre son nom. Lui qui rase les murs alors qu'il est candidat. Moi qui me moquais de lui ici, demandant parrainage, je n'en ai pas eu. Je n'ai même pas le droit d'être candidat. Il est candidat, il a parrainage. Ce monsieur-là, il faut aller chercher le savon avec lequel il se lave. Très bien. Et donc, pour vous, le président de la République aura toujours... le Sénat, pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude pour moi. Parce qu'au fait, les tests ne valent que ce qu'on en fait. Et je vous ai dit, si jamais il y a conflit d'intérêts, conflit d'attribution entre sénateurs, c'est-à-dire Sénat, et la présidence, le peuple soutiendra son président qui est élu. C'est lui le chef de l'armée. Pourtant, l'objectif... c'est l'équilibre institutionnel. Le Sénat a été créé pour l'équilibre institutionnel. Non, l'équilibre institutionnel, c'est l'équilibre déjà entre le Parlement et les parlementaires. On a diminué un peu les pouvoirs des parlementaires. On a peut-être un peu édulcoré le pouvoir du président de la République, mais c'est lui qui est élu au suffrage universel. Et le vrai pouvoir que le peuple donne, ce n'est pas le suffrage universel. Les sénateurs, il y en a qui le sont de droit, mais un sénateur de droit, le peuple peut dire, mais je n'étais pas désigné.
Et il y en a qui sont désignés par le chef de l'État et le président de l'Assemblée. Je dis, le président Talon vient de décréter une trêve de 14 ans pour que nous construisions notre pays sous le leadership de Romuald Wadaye. Jeune en premier, qui a de la volonté, qui a de la vision. Bon, nous serons avec lui pour ces 14 ans-là, Inch'Allah. Très bien. En tout cas, c'est votre souhait. Non, il en sera ici. Les mandats électifs, le prolongement, quand on en arrive à prolonger le mandat de cette façon, sans consulter le peuple, ça pose problème à certains. Oui, à qui? Qui s'exprime? Ben, beaucoup s'expriment déjà. Appelez-les sur ce plateau qui vous disent pourquoi ils ne sont pas d'accord. Amener le mandat à 7 ans, je crois que c'est une très bonne chose. Et le président se souviendra que le premier jour où il m'a reçu, le 30 mars 2021, je lui avais déjà dit que notre mandat de 7 ans n'est pas de 5 ans, qu'il fallait amener ça à 7 ans renouvelable une fois. Parce que pour construire réellement un programme économique, il faut 14 ans. Et le président a dit, ah bon, mais les Béninois, est-ce que... Je suis heureux que finalement, il nous ait amené à ça. Ce qui est malheureux, c'est que, bon, lui-même, il s'en aille directement sans bénéficier. Mais je compte sur le leadership de Romuald Wadaye. Et je sais qu'il peut bien faire le travail, ayant bien appris auprès de Patrice Talon. Et nous serons là pour pas, et je vous l'annonce, hein, si vous n'allez plus m'entendre aller critiquer le chef de l'État en public, on aura toujours une passerelle pour lui dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Je viens d'avoir 55 ans et à part de cet âge-là, on ne fait pas la révolution. On devient plus sage. Ce n'est pas que de sagesse. Il y a des choses où... docile. Non, pas même docile. Hein. Il y a des choses qu'on regarde et on dit le temps va expliquer. Donc, j'ai décidé de changer un peu, enfin, d'adapter ma posture à mon âge aujourd'hui. J'entre dans l'âge de... Je commence pas à atteindre l'âge de sagesse. Cela traduit une certaine déception? Quelle déception? Non, pas du tout. Mais ce n'est pas utile au fait. Pas du tout. Mais je sais que nous allons travailler avec le nouveau président. On verra ce qu'on peut lui apporter. C'est à lui. On attend le 12 avril pour savoir. C'est à lui, voilà, c'est à lui de dire, nous avons besoin de vous à tel poste, à tel autre. Nous, on a besoin que vous restez tel que vous êtes pour nous critiquer, pour qu'on ne se perde pas. Ça dépend. C'est-à-dire, servir la République, ce n'est pas forcément ce que d'autres... La nomination, non. Vous pouvez me reprocher beaucoup de choses, mais je crois que j'ai servi à beaucoup de choses. 3 ans qui viennent de s'écouler. Je crois même que j'ai participé à désigner le dauphin. Ah bon, très bien. En tout cas. J'ai brisé la hanche à d'autres et j'ai favorisé d'autres. Ah bon. Ben, mais ils ne le diront pas. Mais bon, moi-même je le dis puisque vous ne me félicitez pas. Voilà. Merci beaucoup à vous, Dr Bertin Karouvi. À la faveur de l'invité spécial, malheureusement, nous sommes au terme de nos discussions. Déjà? Oui, déjà. On se retrouvera peut-être sur Matin les politiques. Là, c'est un peu plus large. On s'y retrouvera de toute façon après peut-être la clôture des candidatures, après une ossature bien claire de ceux-là qui seront dans les starting blocks pour les législatives. Et nous parlerons également de l'offre politique quand ce serait disponible pour votre candidat pour la présidentielle du 12 avril 2026. Nous avons en tout cas, moi je vous invite à entrer dans la dynamique. Allons continuer avec Wadaye. Merci à vous. Rejoignez-nous. Votre mot de fin? Bon, alors, mon mot de fin, je voudrais juste demander à ceux qui ne seront pas positionnés, soit par le BR, soit par UPR, mais qui sachent que l'essentiel aujourd'hui, c'est le parti. Ce ne sont plus les individus. Même s'il y a eu d'injustice envers vous, à votre égard, soutenez le parti, soutenez surtout le Bloc républicain pour que nous ayons la majorité et que nous battions UPR. Cela me tient vraiment à cœur. Quand il s'agira de faire la campagne, vous aurez l'occasion de le dire amplement. Merci beaucoup, Dr Bertin. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie, nous sommes au service de la République et tant que nous pouvons vous accompagner à mieux informer vos téléspectateurs, où qu'ils soient, eh bien, nous nous mettons à votre disposition.
Très bien. Comment trouvez-vous aujourd'hui le climat sociopolitique au Bénin? Je voudrais d'abord vous remercier donc de cette invitation et j'en profiterai pour saluer le président directeur général de ce groupe pour tout le développement médiatique que le groupe connaît, parce que plus vous serez nombreux à nous informer, à informer les populations, plus l'information sera croisée et tant mieux pour la gestion de notre pays, et notamment politique. Et vous parliez de climat politique justement. Je dis, nous sommes dans une phase sensible de notre pays au plan politique. Parce que pour une première fois, nous allons connaître des élections générales en janvier 2026 et des élections présidentielles. Quand je dis générales, je parle de communales et législatives. Et puis, les élections présidentielles en avril. Pour une première fois, la superposition de ces calendriers électoraux va connaître son application. Toute chose qui vous, en tant que politicien ou politique, toute chose qui vous met en état de veille. Tout à fait. Parce que celui qui rate ce rendez-vous risque de rater plusieurs rendez-vous. Qui vous souviennent qu'avant, on faisait des élections tous les 2 ans, tous les 3 ans. Quand vous ratez une élection, 2 ans plus tard, vous pouvez rattraper. Aujourd'hui, si vous ratez une élection, et en tenant compte de la décision de la révision de la Constitution, que vous ratez une élection aujourd'hui, il vous faut attendre 7 ans. Et c'est pour ça que tous les acteurs sont quelque peu frileux et cela rend un tout petit peu tendu l'atmosphère. Tout à fait. Et puis, justement, l'ambiance appelle à des émotions, à des passions et également à des frustrations. On va parler des communales, notamment. Vous savez que la Commission électorale nationale autonome a reçu récemment les dossiers de candidature pour les communales. Après, cette première étude, votre parti politique fait partie des 3 partis politiques retenus pour affronter quand même ces joutes électorales. Quel est le processus ayant conduit, le processus à l'interne de votre parti ayant conduit quand même à la validation de ces candidatures, de ces listes qui sont retrouvées à la Sénat? Vous dites notre parti, vous parlez de l'Union progressiste, le Renouveau, fait partie des partis politiques qui ont été retenus. Mais vous avez omis de dire que nous avons été le tout premier à être distingués dans cette démarche. Preuve, s'il en est encore, que notre parti est un grand parti et que nos anticipations. L'anticipation, c'est la qualité première du leadership. Et le processus chez nous a commencé par la mise en place ce qu'on a appelé des groupes d'appui. Dans chaque commune, il a été mis en place un groupe d'appui qui a été chargé de sélectionner les potentiels candidats. C'est-à-dire qu'une liste de candidats qui sera soumise, qui a été soumise à la haute direction du parti et aux instances supérieures de la République. Vous savez que, on ne va pas le cacher, le président de la République est le leader des partis. Le chef de la majorité. Le chef de la majorité politique, donc majorité présidentielle. Donc vous conviendrez qu'il a son mot à dire. Et donc, ces potentiels candidats la liste a été soumise et à chaque étape, chaque nom par arrondissement a été validé, aussi bien les titulaires que les suppléants. Et c'est à la sortie de cette évaluation que les listes définitives ont été établies et lancement a été fait auprès des candidats identifiés de réunir les pièces pour pouvoir déposer leur dossier et c'est ce que nous avons fait. Très bien. Justement, réunir les pièces, ça s'avère quand même un peu difficile quand on sait que c'est beaucoup de pièces. On est en train de parler tout de même de près de 3600 et quelques... 3630 dossiers à déposer. Et il aurait fallu peut-être, si il était question de 5000, nous aurions fait. Quand vous êtes homme politique, avec grand H, femme ou homme politique, et que vous avez des ambitions, vous nourrissez des ambitions de ce genre, c'est-à-dire de représenter votre localité, de représenter les citoyens, notamment les électeurs de votre arrondissement, et vous vous préparez. Vous n'attendez pas le dernier jour pour courir. La preuve, vous avez vu certains partis qui n'ont pas anticipé sur la question et qui se sont laissés distraire ou distraites ces formations politiques, n'est-ce pas, n'ont pas pu rattraper le train. Donc, 3630 dossiers, je vous mentirai en disant que ça a été facile de notre côté.
Mais parce que c'est âpre, parce que c'est difficile. Est-ce que c'est parce que vous soutenez le gouvernement en place que c'est facile à votre niveau? Parce que vos adversaires politiques estiment qu'ils ont eu énormément de difficultés à pouvoir avoir les pièces administratives. Vous me donnez l'occasion d'ouvrir une petite brèche, je ne voulais pas le faire, pour les présidentielles déjà. Pendant que l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, et aussi les autres partis de la mouvance présidentielle, qui ont vite désigné leur candidat. Et pour une première fois dans l'histoire récente de notre pays, un candidat aux élections présidentielles n'a pas attendu le dernier jour, la dernière heure pour déposer sa candidature. Vous avez suivi ça. Et des fois, j'aurais aimé que les journalistes relèvent ces points importants. Et pendant ce temps, puisque vous parlez du parti Les Démocrates, ils étaient en conciliabule, ils se battaient sur une liste de 32 candidats aux élections présidentielles. C'est étonnant à cette époque de la réforme du système partisan. Et ils ont mis toute leur énergie dans ce débat, dans ce combat même interne. Vous conviendrez qu'ils ne peuvent pas, je ne dis pas que c'est systématique, mais si on se rend compte qu'ils n'ont pas atteint les objectifs, on ne s'en étonne point. Et ils n'étaient pas les seuls, il y a d'autres partis qui n'ont pas pu. Tout à fait. Et Moël Bénet, je félicite le président du Moël Bénet qui est venu communiquer et qui a expliqué pourquoi son parti n'a pas pu réunir toutes les pièces pour pouvoir passer le cap de cette validation-là. Très bien. Comment arrivez-vous à vous entendre? Parce que vous avez parlé un peu des groupes d'appui qui ont été donc mis en place pour pouvoir recueillir donc les potentiels candidats et donc les candidatures. Vous savez que là, on est en train de parler de positionnement. Est-ce qu'il y a de nouveaux visages quand on sait qu'on a entendu parler de ce que, bon, on a repositionné des anciens, c'est-à-dire que, bon, on repositionne tout le monde, mais pas de nouveaux visages. Est-ce que c'est vrai? Je vous laisse, pas la surprise, mais de découvrir, quand les listes sont sorties, qu'on n'a pas fait de copier-coller des listes. C'est vrai que le principe était de partir, et c'est une approche, une méthodologie que nous avons encore saluée, inspirée du président de la République, il faut le dire. Le principe était de partir des élus de 2020. D'accord. Et de fouiller pourquoi tel élu ne peut pas revenir, pourquoi tel autre doit revenir, etc. etc. Je pense que c'est un principe, c'est une approche qu'il faut saluer et qu'il faut même expérimenter. Cela travaille à rendre solides les structures. On ne vient pas tout déglinguer, on part de ce qui a été établi et si on est obligé, parce que le candidat de 2020 n'est plus en poste, c'est mon cas. J'ai été élu en 2020 à la commune, au sein du conseil communal de Ouida et aujourd'hui je suis député, donc forcément il faut me remplacer. Exactement. Si le candidat lui-même pense qu'il ne peut plus, et puis si l'entourage du candidat pense qu'il ne peut plus, tout ça là se discute, mais de manière assez méthodique pour valider tel choix et refuser tel autre. Et ce mécanisme permet-il une meilleure gestion des frustrations? Vous savez qu'aucune liste électorale n'est sans tâche, n'est propre, sans frustration. Vous savez, nous sommes nombreux à vouloir, et quand l'offre est inférieure à la demande, il y a d'autres, on va parler de marché, il y a d'autres conditions qui rentrent en ligne de compte. Exactement. Et d'autres résultats, d'autres, on va dire, d'autres conséquences qu'on peut voir, les frustrations qui se sont exprimées d'une manière ou d'une autre. Moi, pour parler de moi, j'ai été président d'un groupe d'appui, celui de la commune de Ouida, et à la fin, ça a bougé un peu. Je ne sais pas si vous avez suivi. J'ai été un peu dans le dur sur le plan communication. Certains journaux ont cru devoir communiquer là-dessus, sur des affirmations qui ne sont pas justes. Et j'ai pris sur moi de ne pas répondre. Ah ben, puisque vous êtes avec nous, répondez quand même. Non, je ne répondrai pas tant que le rapport de la commission ou du groupe d'appui que j'ai dirigé n'est pas encore
déposé, que mon groupe n'a pas fini son boulot. Et quand bien même on aurait fini le processus, ce n'est pas tout qu'on amène sur la place publique. Vous observez une certaine réserve. Oui, en tant que responsable, il faudra observer. Et c'est Dieu, j'ai dit, j'étais dans le dur, comme on le dit, parce que vous recevez des coups alors que c'est faux. Cela dit, je ne parle pas, je ne suis pas là pour parler de moi. Et dans plusieurs communes, dans plusieurs localités, il y a eu des frustrations. Les uns ont géré d'une manière, les autres l'ont géré d'une autre manière. Vous savez, aujourd'hui, chacun peut s'exprimer. Il y a plein de canaux pour s'exprimer. Mais quand cela ne tienne, si il y avait des sélections, il y avait une sélection, sans ces réactions, sans ces frustrations, ça veut dire que la compétition n'existe pas et ça veut dire que les choix n'ont pas été pertinents. Très bien. Pour les élections communales donc de 2026, quels sont les enjeux pour l'Union progressiste Le Renouveau? Vous demandez les enjeux pour le plus grand parti du Bénin? En tout cas, pour l'instant. Ok. Notre objectif, c'est de rester le plus grand parti du Bénin. Et cela passe par gagner les élections présidentielles, gagner les élections législatives et surtout, j'insiste là-dessus, gagner les communales. Parce que la seule élection, la première élection pour gagner, qu'il est utile de gagner pour pouvoir gagner toutes les autres, c'est les élections communales. Les élections communales, parce que là, ça se discute, le débat se fait, ou l'élection se fait au niveau de l'arrondissement. Si vous gagnez, si votre parti gagne tous les arrondissements du Bénin, eh bien, votre parti va gagner toutes les mairies et votre parti va gagner les présidentielles. Mais vous savez que vous ne pouvez pas tout gagner. Nous allons gagner le maximum, c'est ce que je voudrais vous dire. Et nous nous préparons à le faire. Vous avez dû observer qu'il n'y a pas longtemps, le président de notre parti, le professeur Djogbenou, que je salue au passage, a mis un point particulier, un soin à parcourir tout le pays, à parcourir toutes les sections politiques de notre parti. Vous savez que notre parti, au niveau de chaque commune, on a des sections qui sont décentralisées au niveau des arrondissements sous forme de sous-sections et au niveau des villages et quartiers de ville en cellules. Il a parcouru toutes les sections pour les galvaniser, les encourager, nous galvaniser et aussi à l'occasion nous réconcilier, parce qu'il est évident que nous sommes en matière politique et que les hommes étant en compétition, nous venons de parler des listes qui étaient en vue en ce moment-là, eh bien, il y a eu des frictions ici et là, il y a eu le leadership et cette capacité de gestion à parcourir le Bénin, à nous calmer, à nous préparer pour les échéances qui viennent. Et aujourd'hui, nous avons un maillage, une couverture nationale assez structurée, assez solide pour pouvoir aller à l'assaut des élections qui viennent. En tout cas, l'une des élections, donc parmi ces élections qui viennent, c'est les élections législatives. On devra connaître ceux qui feront partie de la 10e législature. Exact. Vous faites partie de la 9e législature. Et donc, il faut un meilleur positionnement. Il faut des candidats qu'il faut. Comment vous vous préparez? Parce que là, la Sénat, depuis l'ouverture donc de l'enregistrement des déclarations de candidature, la Sénat attend toujours les partis politiques. En tout cas, les partis politiques prennent tout leur temps. Ils ont jusqu'au 29 novembre prochain. Au 19. Au 29. Au 19, j'allais dire. Au 19. Oui. C'est du 15 au 19. Vous avez raison. Donc, le 19 prochain, pour pouvoir quand même déposer les... Quand est-ce que vous déposez les dossiers d'abord? Ici encore, il a fallu mettre en place un dispositif, une organisation. Le parti est déjà à pied d'œuvre pour se préparer, pour, on va dire, collecter les dossiers de certaines personnes identifiées pour pouvoir être encore une fois à jour. Vous savez que le processus est étalé devant la Sénat sur plusieurs jours. Exactement. Il y a le jour des dépôts, on vérifie, on contrôle et on donne... un délai de complétude. De complétude, sont 12 heures, et c'est après que la Sénat se prononce et donne le quitus final. Donc voilà, nous sommes à pied d'œuvre et nous nous préparons ardemment. En ce qui me concerne, comme vous le dites, je fais une expérience parlementaire actuellement, qui est en fin de parcours, en fin de mandat, et qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne d'ailleurs, et que je souhaite renouveler, continuer. Mais il ne s'agit pas de moi seul pour décider. J'ai la volonté, mais c'est le parti qui décide. Et s'il plaît au parti de me choisir
comme candidat, eh bien, c'est avec beaucoup de joie que j'irai. Est-ce que ce n'est pas déjà un acquis quand on sait que à cette réunion que vous avez eue, nous avons appris tout de même que tout le monde sera reconduit. Tous les élus qui soutiennent les actions du chef de l'État, ils seront reconduits. Le principe de base, comme je vous l'ai dit pour les communales, a été déjà de voir pourquoi ne pas reconduire ceux qui sont déjà en poste. Les élus qui sont en cours de mandat, pourquoi ne pas les reconduire? Vous avez vu que le chef de l'État, il a une méthode de continuité, de l'énergie. Il ne faut pas rompre le système. Et ça, vous le verrez à travers toutes les décisions qu'il a inspirées. Si quelqu'un est en poste et travaille bien, pourquoi le changer? Vous avez vu son gouvernement. Pour une première fois au Bénin, nous avons vu un chef d'État, un président de la République, qui a fait 10 ans sans pour autant bouger pour autant plus de 3 ou 4 ministres. C'est extraordinaire. Donc, pour la continuité de l'action, pour la continuité de la réflexion, il est utile de laisser ceux qui ont déjà l'avantage de travailler, d'être dans la fonction, de continuer si rien ne l'empêche. Donc, ce que vous avez entendu, c'est une vérité, mais j'ajouterai un seul mot, principe. C'est un principe. Est-ce que c'est parce que le mandat actuel, c'est un mandat transitoire? Parce que là, vous avez fait 3 ans. Parce que il faut attendre si je dois avoir des ambitions. Et là, je ne suis pas en poste actuellement. Il faut que j'attende encore 7 ans. Honorable. Vous avez dit mandat transitoire. Le mandat des maires aussi est transitoire, mais ça fait 6 ans. Donc, ce n'est pas lié à la durée du mandat, forcément. Les maires sont dans un mandat transitoire de 6 ans. Et après, on disait 5 ans, au bénéfice de la révision de la Constitution qui a eu lieu le week-end passé, c'est passé à 7 ans. Et tous les mandats s'alignent désormais sur le mandat présidentiel. Et tous les mandats sont constitutionnels désormais, alignés sur le mandat présidentiel. Donc, on peut dire que parce que le mandat est court, mais non, parce qu'un mandat est plus long que ce que nous vivions avant. Et ce mandat aussi a été considéré comme transitoire. Et je pense beaucoup plus que c'est lié à la continuité de l'action, à la continuité de la dynamique. Très bien. Et quels sont les critères sur lesquels l'Union progressiste, le renouveau, se base quand même pour pouvoir véritablement choisir s'il doit y avoir de nouvelles têtes? Parce que là, on parle de la 10e législature, avec une autre qualité certainement des débats, avec une autre vision, avec une autre dynamique. Nous sommes dans un processus où nous respectons une cohérence. D'accord. À mon humble avis, parce que étant candidat, ayant le souhait d'être candidat, je ne suis pas encore candidat, ayant le souhait d'être candidat, vous comprenez que je ne peux pas être jugé parti. Donc, moi-même, à cette étape, j'attends. Hein. Mais cela dit, il faut croire qu'il y a une certaine cohérence dans la méthodologie. La même méthodologie qui a été observée pour les communales, c'est cette méthodologie qui sera observée pour les législatives. C'est-à-dire que le candidat en poste déjà, l'élu qui est déjà en poste, aura un avantage forcément. Si rien n'empêche, en termes de capacité de cet élu, volonté de cet élu, en termes de choix stratégique du parti, et en termes des objectifs que nous nous sommes fixés, l'un dans l'autre, on peut dire que tout le monde pourrait être reconduit. Mais j'ai dit pourrait être parce que cela reste un principe. Et l'étape que nous venons de franchir, celle des communales, nous prouve que ce n'est pas systématiquement tout le monde qui pourrait être reconduit. Nous souhaitons que tous les camarades qui le souhaiteraient soient reconduits, c'est un souhait. Très bien. En tout cas, nous parlons là de 109 candidatures x2. x2. Là, ça fait 218. Exact. Tout à fait. Mais comment vous faites pour gérer également, je parlerai aussi des frustrations, parce qu'il y a des gens qui ont mouillé le maillot pendant des années, espérant un jour être positionnés. Et c'est en cela qu'il faut à nouveau saluer l'ouverture d'esprit du chef de l'État, qui ne néglige personne. C'est un leader qui nous a appris l'art de gérer les frustrations. Et pour gérer les frustrations d'aujourd'hui, on en crée d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend des décisions pour gérer les frustrations d'hier, et ça crée quelques frustrations qu'on va gérer demain,
etc. Quand nous sommes dans un parti politique, nous devons apprendre à être patients. Nous devons apprendre à être engagés et à faire confiance à notre parti. Il y a des regards autour de nous, des instances supérieures ou des leaders du parti qui nous observent. Et le comportement que vous avez quand vous rencontrez une difficulté, notamment une frustration, oui, ce comportement est déterminant dans les opportunités que le parti sera amené à vous offrir les jours et les années à venir. Donc, nous gérons cette frustration en nous encourageant les uns les autres à nous faire confiance, à savoir qu'il n'y aura qu'un seul président de la République. Et il n'y aura qu'une vingtaine, ou au plus 25 ministres sur les 13 millions que nous sommes. Il n'y aura que 109... on pourrait dire que là, c'est votre souhait parce que, vous savez, le prochain président, ce n'est pas Patrice Talon. Et donc, Romuald Wadden, il peut choisir d'avoir peut-être un nombre plus court ou bien plus long. C'est pour ça que je vous donne une moyenne. Il n'y aura pas plus de 30 ministres, on serait surpris, vu la méthodologie actuelle adoptée. Et il n'y aura que 109 députés. Dans chaque commune, dans les 117 communes, il n'y aura qu'un maire. Donc tout le monde ne peut pas occuper ces postes-là. Mais quand je suis d'un parti politique qui a réussi à placer un de ses militants à la tête du pays, quelques-uns de ces militants comme ministres, ou à la tête du Parlement, ou comme député de la majorité parlementaire, c'est des avantages pour moi. D'abord d'être de la fierté, mais aussi des avantages de pouvoir avoir accès à ces camarades que nous devons considérer comme envoyés en mission. Il reste évidemment que ces camarades envoyés en mission n'oublient pas la base. Exactement. Et que chacun comprenne que à tour de rôle, nous devons pouvoir accéder à ces postes et que quand l'heure de chacun viendra, il pourra être distingué et élevé. Et n'oublions pas, pour nous qui sommes croyants, que c'est Dieu qui établit le trône. Et donc il faut être patient. Il faut être patient. D'accord. Il faut être patient, engagé et participer au débat, dire son point de vue et savoir et faire confiance au parti. Très bien. Parce que à l'Union progressiste, le renouveau, nous supposons qu'il y a une certaine démocratie. Pourquoi vous dites certaine? Parce que ce n'est pas facile pour un militant d'exprimer son ras-le-bol quand peut-être il est frustré. Nous avons parlé des élections communales, notamment des listes des communales. Oui. Et vous-même, vous avez dit qu'il y a eu des frustrations. Et je vous ai dit que je suis l'exemple vivant de ce que des choix peuvent susciter des frustrations. Les gens se sont exprimés, certains ont exagéré, mais c'est humain. Et vous comprenez tout ceci? On comprend tout ceci et quand les listes seront sorties, nous allons nous parler et ensemble nous irons en campagne électorale et gagner les élections ensemble. Très bien, voilà. Mesdames et messieurs, nous allons parler avec notre invité. Il est élu de la 9e législature. Il fait partie quand même de ces députés qui ont approuvé cette proposition de loi portant révision constitutionnelle. Et puis, il a donné sa caution pour ces amendements. Déjà, l'Union progressiste, le renouveau, fait partie donc de ces formations politiques ayant initié la proposition de loi. Quelles sont les motivations? D'abord, quel est le cadre juridique? D'accord. La Constitution du Bénin nous donne la possibilité, notamment à travers ces articles, je crois 154, 155, 156, que la révision constitutionnelle peut être à l'initiative du président de la République après décision de son gouvernement ou à l'initiative des députés. Et les députés de la majorité présidentielle, à travers leur groupe parlementaire, donc à travers les présidents de ces groupes parlementaires, ont initié cette révision de la Constitution. Très bien. Et les motivations, parce que là, certaines personnes se posent la question de savoir, on est en fin de mandat, on est à quelques mois des élections, on est en plein processus électoral. Pourquoi initier une révision? Vous avez dit les motivations. Nous sommes dans un processus d'amélioration de la gouvernance du pays. Nous sommes dans un processus de dialogue des institutions, d'équilibre institutionnel. Et ça n'a pas besoin de timing. On peut le faire à tout moment. Et c'est pour cela que ces points d'amélioration
qu'on a observé dans la Constitution, il a plu au groupe parlementaire de proposer. Je vous dis que ça n'a pas besoin de timing. C'est vrai, on l'aurait fait après les élections, avant les élections, au beau milieu d'un mandat. Pour moi, la période importe peu tant que nous pouvons trouver les voies et moyens pour agir et obtenir cette révision, donc ces modifications importantes dans notre Constitution. Très bien. Quels sont les grands changements opérés? Les grands changements, on peut les classer en 4 catégories. Évidemment, il y a le premier des changements qui est important et que les gens n'observent pas suffisamment, c'est la création du Sénat. Le Sénat qui désormais est une deuxième chambre du Parlement et qui sera responsable de la relecture, ou plutôt qui pourra être à l'initiative de la relecture des lois que nous prenons, excepté la loi des finances et des projets, tout ce qui a rapport à la politique, à la vie sociale, notamment à notre culture, toutes ces lois. Si le Sénat juge que les lois ne sont pas appropriées, le Sénat peut demander une relecture. Ça, c'est un. Deuxièmement, le Sénat, on va parler de la trêve. Le Sénat politique. Le Sénat est chargé de faire observer cette trêve politique. Mais pourquoi le Sénat? Je disais, nous avons... chaque pays a son schéma, chaque pays a son histoire, chaque pays a sa culture. J'aime souvent demander aux gens, quel est le meilleur système institutionnel, la meilleure architecture institutionnelle au monde? Est-ce que c'est les Chinois, le système chinois, russe, je vais dire, américain, etc., etc. Et moi, je vous répondrai que le système chinois est le meilleur en Chine. Le système... Cette précision est importante. Le système russe est le meilleur en Russie. Le système français est le meilleur en France. Le système béninois que nous sommes en train de mettre en place, c'est une avancée majeure pour avoir un système, un dispositif institutionnel qui nous ressemble et qui davantage nous rassemble. Et qui tient compte de notre culture, de notre vécu, de notre histoire et de nos ambitions. En quoi cela tient compte de notre culture, par exemple, ou de notre histoire? Pour répondre à cette relance, c'est comme ça vous dites dans votre jargon. Allez-y. Je vais revenir sur les grands changements. D'accord. J'ai parlé du Sénat. Oui. Et sa composition, c'est les anciens présidents de la République, anciens présidents de la Cour constitutionnelle, anciens présidents du Parlement et quelques personnalités désignées. Le tout doit faire autour de 25. Ils ont un mandat de 5 ans renouvelable. Deuxième grand changement, c'est le mandat. Nous sommes passés d'un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une fois à un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois. Et j'ajoute en même temps, avec maintien de la disposition qui dit que nul de sa vie ne pourrait faire plus de 2 mandats au Bénin. Évidemment, ce changement constitutionnel a impacté les autres mandats, puisque nous sommes dans une démarche d'avoir une année électorale, même un semestre électoral, et le mandat des députés est passé à 7 ans, celui des maires et des élus communaux à 7 ans, mais renouvelable autant que le candidat le voudra. Seul le mandat présidentiel est renouvelable une seule fois. Deuxième changement. Troisième, c'est la trêve politique. Vous permettez, avec le deuxième changement, parce qu'on parle de prolongement, hein, on pourrait dire un prolongement de mandat électif, véritablement, pourquoi passer à 7 ans quand on sait que, en fait, certains observateurs ou certains citoyens auraient voulu... Et vous-même, pourquoi pas? Je ne donne pas mon opinion. Ok, d'accord. Et donc, certains auraient voulu que ça reste sur les 5 ans. Et ma deuxième question, sur la T42, pourquoi vous avez supprimé en aucun cas? Est-ce que ça n'a pas sa valeur? Je commence par en aucun cas. Oui. En aucun cas était un bout de phrase qui prêtait à confusion. D'accord. Parce que les puristes, hein, les linguistes trouvaient que c'était deux contraires. En aucun cas, nul ne peut. Donc, dans tous les cas, on peut. Certains l'interprétaient ainsi.
Comme ça, oui. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, pour arrêter toutes ces interprétations, n'enlever en aucun cas. Pour que la phrase... Donc, il n'y a aucune arrière-pensée. Désormais, la phrase dit ce qu'elle dit et exprime ce que le législateur pense, qu'on soit à Kamtchatka, à New York, ou à Mouillon, ou à Savy-chez-moi. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette correction. Très bien. Maintenant, le mandat. Oui. Je voudrais citer le président Nicéphore Dieudonné Soglo, que je respecte beaucoup. Je suis sûr que si vous lui demandez, même à la date d'aujourd'hui, il regrette de n'avoir fait que 5 ans. Parce que nous sommes dans l'idée que tous les mandats présidentiels seront renouvelés. Et si quelqu'un peut venir et dire, je veux faire un seul mandat. Un mandat de 7 ans, ça lui donne la possibilité de concevoir et de mettre en œuvre son projet. Pendant 3 ans, nous avons dit ici que le gouvernement du président Patrice Talon était un gouvernement de maquette, d'études. Pendant 3 ans, même dans la 4e année. Il a fallu autour de la 4e année du premier mandat pour qu'on commence par voir la réalisation de ce PAG et de manière visible et de manière physique. S'il avait été remplacé au bout des 5 ans, toutes les merveilleuses réalisations dont nous nous orgueillissons aujourd'hui ne seront pas réalisées. Vous êtes d'accord avec moi? Allez-y. Allez-y. Ok. Donc, je le dis et j'insiste là-dessus. Donc, c'est pour permettre au président... Un mandat de 7 ans permet à un chef d'État qui est nouvellement élu de travailler et d'impacter notre vie au quotidien, d'impacter notre développement. Si ceci fait que lui-même, en tant que président de la République sortant, il veut renouveler, que le peuple le lui accorde, il pourra faire un deuxième mandat, un deuxième et dernier mandat. Mais il peut arriver, j'insiste là-dessus, que même à l'initiative du président sortant, que ce président puisse dire, je fais un seul mandat et je m'en vais. Mais 7 ans lui donne la possibilité de faire des réalisations et de pouvoir être satisfait de son séjour à la présidence de la République. Donc voilà pour le mandat. Autre modification, c'est la trêve politique. Alors, voilà une disposition qui nous ressemble. Ça vous ressemble? Au Bénin. C'est une responsabilité, ou c'est une respiration politique, une sérénité politique qu'on apporte dans la vie politique. Vous savez, j'ai été candidat, vous avez été candidat. J'ai un projet de société, vous avez présenté un projet de société. Et nos populations vous élisent comme président de la République. Dès le lendemain de votre prestation de serment, mais je m'engage à vous détruire tous les jours. À trouver que telle disposition que vous avez prise, il ne faut pas respecter. À aller même au sein des populations pour leur demander de ne pas obtempérer. Et c'est pour ça que désormais, il est établi que nous allons observer une trêve politique qui n'est pas une absence de dialogue politique, qui n'est pas une absence de... On n'étouffe pas. Non, débat politique, non. Vous pouvez faire le débat politique, dire que vous n'êtes pas d'accord et proposer une solution alternative. Mais aller poser des actes politiques pour entraver le travail ou la gestion du pays par le président élu, eh bien, désormais, de manière constitutionnelle, cela nous est interdit. Je ne parle pas du citoyen. Le citoyen peut dire ce qu'il veut. Mais les acteurs politiques. Les acteurs politiques qui ont compéti, notamment souvent, qu'ils aient compéti ou pas, il y a interdit désormais de poser des actes qui entravent le fonctionnement du gouvernement en place. Et s'ils le font, eh bien, le Sénat est à même de le leur relever et d'apporter des sanctions. Voilà, le Sénat qui sanctionne, qui peut suspendre, qui peut faire... Pour certains, des personnes quand même non élues puissent quand même suspendre des acteurs politiques, ça leur pose problème. Vous pensez qu'ils ne sont que des personnes non élues? Ah ben, parce que là, c'est des anciens, ils ne sont pas élus. Ils n'ont pas participé à une élection. Ceux qui ont été présidents de la République, ils ont été élus au suffrage universel. Ils ont été élus par tout le Bénin. Ceux qui ont été présidents de l'Assemblée, ils ont été élus par des circonscriptions électorales. Ce ne sont pas des non-élus. Mais en plus du fait que ce soit d'anciens élus, c'est des personnes ayant
capitaliser de l'expérience et que nous demandons qu'ils mettent ces expériences au service de notre peuple, de notre population et surtout de notre politique. Il n'est pas rare que des présidents de la Cour constitutionnelle du Bénin ou d'anciens présidents de la République soient sollicités de par l'Afrique pour aller partager leur expérience. Mais ici, nous ne capitalisons pas là-dessus. D'ailleurs, quand on parle du Sénat sous cette forme, vu sous cet angle, oui, le Sénat a eu seulement le besoin d'être constitutionnalisé, ou plutôt le dispositif, le Conseil des sages. Plusieurs fois, certains présidents ont dû réunir les anciens présidents pour prendre de grandes décisions. Aujourd'hui, toutes ces expériences, tous ces sommités sont réunis au sein d'une institution de la République et ils travaillent, ils réfléchissent, et ils observent, ils conseillent, ils orientent. Très bien. Et voilà. Il leur interdit de faire de la politique désormais. Donc ils sont au-delà, au-dessus du débat politique. C'est pourquoi certains estiment que, en fait, vous prononcez la retraite politique de certains. Eh bien, vous pensiez que quand on a été chef d'État et qu'on a dirigé pendant plusieurs années ce pays, on a le... Est-ce qu'il est bienséant, vous voulez? Bienséant, merci pour le mot, d'être encore dans l'activisme politique, d'être président d'un parti politique d'opposition et de faire des meetings pour s'attaquer au gouvernement. Ce n'est pas bienséant pour nous. Et c'est parce que l'énergie des anciens chefs d'État n'est pas canalisée vers un poste, une reconnaissance comme le Sénat, que l'énergie était dispersée de cette manière. Maintenant, nous canalisons l'énergie. Et c'est-à-dire vous les occupez? Nous leur donnons l'opportunité de faire valoir leur expérience et d'impacter la vie politique, notamment de notre pays. Vous avez déjà entendu l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, qui dit qu'il ne siégera pas au Sénat. C'est son droit. Et je note que c'est une première réaction. D'accord. Il peut changer d'avis. Selon nous allons lui demander de changer d'avis. Parce qu'on a besoin de lui, comme des autres, au sein de ce Sénat-là, pour apporter l'expérience. Il a dirigé ce pays pendant 10 ans. C'est une mine d'expérience pour nous. Et qu'on saura transformer de manière à ce que cela nous soit utile. Très bien. Et quels sont les autres changements majeurs? Nous avons parlé du Sénat. Oui. Du mandat de 7 ans, relatif, voilà. Du mandat renouvelable pour les élus locaux et pour les députés. Pourquoi avoir sauté le verrou de la limitation pour les députés, par exemple? Alors que avant 3 fois, après 3 fois, vous ne pouvez plus. On est toujours dans cette logique de capitaliser l'expérience. On est toujours dans cette logique de capitaliser l'expérience acquise. Et puis, pour un député, l'impact d'un renouvellement de mandat, et puis ce n'était pas vu comme pour le cas du président de la République où la sollicitation est énorme. On a dit, le législateur a vu que désormais on peut laisser un député faire autant de mandats qu'il veut en sachant que c'est le parti qui positionne et que la compétition existe. Voilà. Très bien. Et donc il peut avoir donc un retrait silencieux par le parti. Je serais surpris quand même. Vous et moi, nous serions surpris qu'un député puisse multiplier ad vitam son mandat, étant entendu que lui aussi va prendre de l'âge. S'il est président de l'Assemblée, d'ailleurs, il ira au Sénat. Donc, vous voyez qu'il y a une logique de capitalisation d'expérience, de la divagation politique, comme on appelle ça, du nomadisme politique. La transhumance. De la transhumance politique. Si vous, en tant que député de la nation, vous allez au Parlement sous la bannière d'un parti politique, eh bien vous y restez jusqu'à la fin de votre mandat. S'il vous plaît de démissionner de ce parti, vous perdez votre mandat. Là, qu'est-ce qui a motivé justement cette prise de décision? Parce que vous savez, à côté de vous, il y a des démissionnaires que vous avez naturellement reçus, célébrés même. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, la loi le permet. Mais vous et moi et tous les Béninois ont fustigé. Je ne vois pas un seul Béninois qui n'ait pas fustigé le fait que nous nous mettons ensemble pour choisir un député qui va au Parlement et qui, quelques jours plus tard, démissionne du parti ou du groupe qu'il a porté au Parlement et qui devient, ou je sais pas, non inscrit, ou qui crée même un autre groupe
la sérénité, la professionnalisation que nous souhaitons du secteur politique implique que ces travers soient corrigés. C'est l'un de nos gros travers qu'on a réussi à corriger. Très bien. Voilà. Et puis, il y a quand même un changement que certains n'évoquent pas très souvent. Il s'agit quand même de la Haute Cour de justice, parce que la Haute Cour de justice existe depuis bien d'années, mais n'arrive pas à pouvoir juger des hauts responsables de ce pays. Vous avez quand même... Le débat a eu lieu au niveau de la Haute Cour de justice. Je me permettrai juste de dire que nous n'avons pas approfondi le débat totalement à ce niveau, et que tôt ou tard, est-ce que c'est le mode de saisine de la Haute Cour de justice? Est-ce que ça va être une institution ad hoc quand la problématique se pose, etc., etc. Il reste encore des questions pour rendre dynamique cette Haute Cour de justice et pour la rendre efficace. Très bien. Voilà. Et donc, ce sont les grands changements. Les grands changements. On a résumé sur le mandat, sur la mise en place du Sénat, sur la trêve politique, et puis sur la transhumance politique, etc. Très bien. Mais en insistant sur le fait que le mandat présidentiel, c'est 7 ans renouvelables une seule fois. Très bien. C'est bien compris. Honorable. Quelle est la suite aujourd'hui, surtout pour votre parti politique, l'Union progressiste sur le renouveau, après cette révision qui a été d'ailleurs saluée par le président de votre parti politique? Est-ce qu'il est prévu une vulgarisation? Parce que là, certaines populations ne se sentent pas concernées par cette révision quand ils estiment qu'on pourrait passer par la loi référendaire, par un référendum pour pouvoir le faire. Oui, pour répondre précisément à la fin de votre question, oui. Le référendum, c'est prévu par la Constitution. Si la première étape a été validée, c'est-à-dire la recevabilité, qui veut juste dire, oui, cette loi est digne d'intérêt, nous pouvons en discuter au Parlement. Si cette recevabilité des 3/4 des députés a été obtenue, il faut passer à l'adoption de la loi. Et ceci au 4/5e. C'est ce qui a été obtenu. Il aurait fallu 88 députés. 88, oui. 82 pour la recevabilité, exactement. 88 pour voter la loi. Nous avons eu 87 pour la recevabilité et 90 pour la voter. Et soit dit en passant, la mouvance présidentielle, la majorité présidentielle, on va dire les non-inscrits, oui, et les opposants, tous ont voté. C'est suffisamment important pour être souligné. On a quand même suivi une conférence de presse également diffusée. Les membres, vos collègues du parti Les Démocrates ont estimé qu'ils n'ont jamais voté, que les 22 n'ont jamais voté pour l'adoption de la loi. Qu'en dites-vous? Vous devez être surpris autant que moi que quelqu'un se lève et connaisse le vote secret de ces 21 camarades. Personne ne peut répondre de quoi que ce soit. C'est un vote secret. Et venir devant l'opinion publique et dire que nous, les 22, nous avons voté contre. Si quelqu'un a voté contre, il va le lui dire. Dans cette ambiance-là, il va le lui dire. D'ailleurs, j'ai vu un de mes collègues, que je ne vais pas nommer, assez sympa, qui a fustigé le vote et qui, quelques heures plus tard, a démissionné de son parti. C'est curieux. Il faut croire que la sérénité n'est pas... Bon, il est revenu. Il s'est retraité. Encore. Vous voulez parler de Sounon, du député Sounon Boko. Oui, bon. Okay. Donc voilà. Il est revenu déjà. Tout à fait. Après avoir démissionné. Tout à fait. Bon, vous voyez que la sérénité n'est pas totale au sein du camp de nos camarades, de nos amis. On est des amis, on est des Béninois ensemble. On n'a pas les mêmes opinions. Est-ce que la coupure d'électricité a créé quelque chose? À mon sens, non. À mon avis, non. Puisque à la fin du vote, lors du dépouillement, nous avons compté les 109 enveloppes. Donc, c'est déjà suffisant. Il n'y a pas eu de coupure pendant le dépouillement. Donc, pendant le vote, pendant le vote, il y a une coupure, comme il y en a eu toute la journée. D'accord. Ce n'est pas à justifier, parce qu'on ne devait pas avoir des coupures. Mais il est arrivé qu'on ait des coupures au Parlement. Il se fait que ce jour-là, on en a eu. Donc, vous savez, ce que nos collègues
députés, les démocrates font, je les comprends. Quand je dis je les comprends, je ne dis pas qu'ils ont raison. Je ne dis pas non plus qu'ils ont tort, mais je les comprends. Ils sont dans leur rôle. Ils ont perdu un combat qui est important. Et ils se sentent frustrés de ne pas participer à ce grand changement qui valorise tous les députés aujourd'hui qui ont voté pour cette loi. Mais pour le fait que, une fois que la décision est prise, elle est collective, je leur demande de considérer qu'ils font partie de la 9e législature et qu'ils ont contribué à équilibrer l'environnement politique de notre pays, le dispositif institutionnel de notre pays, et ils ont contribué à aérer le débat politique et à faire en sorte que la politique ne soit plus un secteur où on pense que tout le monde doit s'engouffrer, et on pense qu'il n'y a que de mauvais coups. Non, la politique, il faut la voir de manière à se dire que nous travaillons pour qu'il y ait la démocratie, mais une démocratie au service du développement. Alors la suite, j'imagine que nos collègues députés de l'opposition vont faire des recours, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'ils ont trouvé des griefs ou des choses à reprocher au processus du vote. Et je dis que je les comprends. Quand je dis je les comprends, je ne dis pas qu'ils ont tort, je ne dis pas qu'ils ont raison. Ils sont dans leur rôle d'opposants et qui ont raté une occasion spéciale, une occasion solennelle de notre pays de voir un changement majeur dans la vie politique, dans l'architecture institutionnelle et dans l'aération du débat politique au Bénin, toutes choses qui vont forcément impacter pendant des années notre vivre ensemble. Très bien. La suite, ça va être le contrôle de constitutionnalité de cette loi qui a été votée, de cette révision constitutionnelle. Et si la Constitution ne trouve valide, n'est-ce pas, le processus, eh bien, le président de la République va promulguer la nouvelle loi. Et c'est à partir de là que, en dehors des communications que vous nous offrez, de l'information que vous nous offrez l'occasion de faire en direction des populations, eh bien, c'est à partir de là que les députés, dans leur démarche de reddition de comptes, dans leur mission de reddition de comptes, iront au-devant des populations pour leur expliquer cette nouvelle loi. Très bien. Fondamentale. Voilà. Merci beaucoup à vous, Messan Guego. Vous êtes donc élu de la 9e législature. Vous êtes membre de l'Union progressiste Le Renouveau. En tout cas, on reviendra plus amplement sur d'autres thématiques pour pouvoir mieux donc, faire comprendre l'actualité à nos téléspectateurs. Merci pour la disponibilité et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie et vous saluerez, vous direz bonjour, n'est-ce pas, à votre PDG de ma part, et j'en profite pour saluer tous vos téléspectateurs de par le monde. Merci. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de ce numéro de Matin Libre Politique. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés. Matin Libre Télévision. D'ici à la portée, vous bien, grave suite à